Bonjour. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir quelques applications de ce coefficient de corrélation. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le coefficient de corrélation permet de détecter plus efficacement une ressemblance, surtout lorsque cette ressemblance est plus lointaine. C'est ce que résume cette première diapositive. La valeur du coefficient de corrélation est très différente suivant que l'on compare les deux images du haut qui se ressemblent ou celles du bas qui sont sans rapport notoire. Le facteur R reste quasiment inchangé et est même plus faible pour les deux images du bas. Nous retrouvons le même comportement en cristallographie des macromolécules. Le calcul d'un coefficient de corrélation entre les facteurs de structure observés et ceux calculés à partir d'un modèle permet de valider plus efficacement le bon positionnement d'un modèle par remplacement moléculaire, notamment quand le modèle présente une homologie structurale plutôt faible. Vous voyez ici les facteurs R en marron et coefficient de corrélation en vert obtenus lorsque l'on résout la structure du lysozyme de blanc d'œuf de poule par remplacement moléculaire en fonction de l'identité de séquence du modèle utilisé. L'identité de séquence est élevée sur la partie droite du diagramme. Les deux indicateurs donnent de bonnes valeurs d'accord. Cependant, le coefficient de corrélation permet clairement de mieux discriminer les deux résultats les plus à gauche sur le diagramme, calculés avec des modèles qui n'ont aucune homologie structurale. Le facteur R, lui, varie très peu entre les deux solutions erronées, les plus à gauche, et les deux solutions suivantes, pourtant correctes. Un autre point très important du coefficient de corrélation est le sens statistique qu'on peut lui donner. Revenons pour cela à la définition du mot corrélation. D'après le dictionnaire Le Robert, la corrélation est le rapport existant entre deux phénomènes qui varient en fonction l'un de l'autre parce qu'il existe un lien de cause à effet entre eux ou qu'ils comportent des causes communes. S'il existe un lien de cause à effet ou une cause commune, nous devrions pouvoir calculer un coefficient de corrélation significatif. Malheureusement, la réciproque n'est pas vraie. Un coefficient de corrélation élevé peut aussi être fortuit. Vous trouverez facilement sur la toile un grand nombre d'exemples de corrélations élevées pour des choses qui n'ont aucun lien de causalité. Le coefficient de corrélation n'est qu'un indicateur d'une éventuelle corrélation. Cependant, la statistique peut nous donner une idée de la probabilité qu'une valeur de coefficient de corrélation soit fortuite. Le test de Student, inventé au début du XXe siècle par un chimiste anglais travaillant à la brasserie Guinness de Dublin, est très utilisé en statistique, notamment pour déterminer si l'écart entre les valeurs moyennes de deux populations est significatif. Ici, il va nous permettre de déterminer la probabilité, ou p-value, d'obtenir un certain coefficient de corrélation pour n paires de mesures de façon fortuite, c'est-à-dire sans qu'il y ait de lien entre les deux jeux de données. Vous voyez ici quelle valeur de coefficient de corrélation et quel nombre de mesures correspondent à une valeur de p-value donnée. 0,05 en rouge, 0,001 en bleu et 10-9 en vert. Ainsi, pour 100 paires de mesures, une corrélation de 0,2 correspond à une p-value proche de 0,05, ce qui veut dire qu'il y a seulement 5% de chance d'obtenir un tel coefficient en l'absence de lien entre les deux jeux. Pour un même nombre de mesures, une corrélation de 0,33 correspond à une p-value de 0,001, c'est-à-dire une chance sur 1000 que la corrélation soit fortuite. Une corrélation de 0,56 correspond à une p-value de 10-9, c'est-à-dire une chance sur 1 milliard que la corrélation soit fortuite. De façon générale, plus le coefficient de corrélation est grand pour un même nombre de mesures, ou plus nous avons de mesures pour une même valeur de coefficient de corrélation, plus la chance est grande qu'il y ait un lien de cause à effet ou une cause commune entre les deux jeux de données. Prenons l'exemple de données cristallographiques. Typiquement, pour obtenir un jeu de données fiable, nous mesurons l'intensité de chaque réflexion unique plusieurs fois. Nous savons aussi que l'intensité moyenne diminue fortement lorsque la résolution augmente. Ceci est lié au facteur de forme atomique,
à l'agitation thermique et au désordre dans le cristal. Une question importante consiste à savoir jusqu'à quelle résolution nous avons du signal et donc de l'information. Des indicateurs de type facteur R, tels le RSIM ou le R-mesure, basés sur la dispersion des mesures équivalentes par symétrie, ou le rapport signal sur bruit, I sur sigma I, sont toujours utilisés avec des critères de coupure plus ou moins arbitraires, mais qui font globalement consensus au sein de la communauté. Cependant, Diedrich et Karplus ont introduit en 2012 l'usage du CC1,5 qui n'est autre qu'un coefficient de corrélation sur les mesures d'intensité. Pour calculer le CC1,5, le jeu de mesures est divisé en deux et le coefficient de corrélation entre les paires de mesures équivalentes, I1 en bleu et I2 en vert, est calculé globalement et par tranche de résolution. Sur cette diapositive, nous voyons comment le CC1,5 évolue avec la résolution pour un jeu de données de diffraction électronique sur un cristal de lysosime. L'application d'un seuil de coupure pour une p-value inférieure à 10-9, critère plutôt sévère et qui est celui utilisé par le logiciel XDS, indique que nous avons de l'information jusqu'à une résolution de 3,4 angstrom. Avec un critère de coupure basé sur un rapport signal sur bruit supérieur à 2 sigma, les données entre 3,7 et 3,4 angstrom seraient éliminées alors qu'elles contiennent objectivement de l'information. L'utilisation du CC1,5 permet d'exploiter au mieux l'information contenue dans les mesures et améliore significativement la qualité des modèles construits sur la base de ces mesures. Pour terminer, nous allons voir que le coefficient de corrélation est aussi utilisé en microscopie électronique pour évaluer la résolution maximale d'une carte de potentiel de Coulomb. Les électrons voient le potentiel de Coulomb de la molécule alors que les rayons X voient la densité électronique. L'approche présente bien des similitudes avec l'utilisation du CC1,5 mentionné auparavant. Comme l'illustre la diapositive, une carte 3D de microscopie électronique est obtenue à partir d'un très grand nombre, des dizaines de milliers, d'images individuelles de la molécule dans différentes orientations. Comment estimer la limite de résolution de la carte obtenue? Difficile à faire directement dans la carte. On procède comme pour le calcul du CC1,5. L'ensemble des images obtenues est divisé en deux sous-ensembles symbolisés par les cadres bleus et verts. Ici, les données sont dans l'espace réel. Et une reconstruction 3D est faite pour chacun des sous-ensembles. Comme vous le voyez ici, le jeu des différences est ici plus complexe. Et la quantification de l'information en fonction de la résolution se fait bien plus aisément dans l'espace de Fourier. On calcule donc la transformée de Fourier 3D pour chacune de ces reconstructions. Et comme le montre cette animation, qui fait apparaître successivement les deux transformées de Fourier, la différence est visible, surtout lorsqu'on s'éloigne du centre, c'est-à-dire à plus haute résolution. Comment quantifier cette différence? En calculant le coefficient de corrélation entre ces deux transformées de Fourier et en calculant ce coefficient de corrélation par coquille de résolution montré ici par des disques rouges. C'est ce que l'on appelle l'AFSC pour Fourier-Shell Correlation. Elle va permettre d'évaluer jusqu'à quelle résolution ces deux reconstructions, bleue et verte, sont semblables. Le coefficient de corrélation se calcule ici avec des grandeurs complexes, car la transformée de Fourier de la carte de potentiel de Coulomb est une grandeur complexe, amplitude et phase. Et l'on reconnaît bien, en bas, la formule du coefficient de corrélation pour les transformées de Fourier F1 et F2 des reconstructions 1 et 2. Bien que F1 et F2 soient des grandeurs complexes, la FSC est réelle grâce à la loi de Friedel, traduisant la centrosymétrie pour les amplitudes de la transformée de Fourier de la carte. Nous voyons sur cette diapositive l'évolution de la FSC en fonction de la résolution. Le sens statistique de la valeur de la FSC
comme le calcul de la p-value, est plus complexe à déterminer que pour le CC1,5, car le nombre de coefficients de Fourier indépendants dans chaque coquille de résolution n'est pas facile à déterminer. La transformée de Fourier est ici continue et non discrète. Néanmoins, des valeurs de FSC passant sous le seuil de 0,5 ou de 0,14 sont des critères habituellement utilisés pour estimer la limite de résolution d'une carte de potentiel de Coulomb. Dans l'exemple montré ici, la résolution maximale est de l'ordre de 3,7 angstroms. En dessous de ce seuil, la corrélation indique qu'il n'y a plus d'informations significatives, et cela sera bien confirmé par les détails visibles dans la carte. En conclusion, vous venez de voir au travers de ces quelques exemples que le coefficient de corrélation est un outil mathématique très puissant pour détecter des similitudes ou la présence d'informations et qu'il est très usité en biologie structurale. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en espérant qu'elle vous ait apporté des informations utiles.